Il est tout juste 19h25 sur Radio Algérie, sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de l'Échiquier International. Nous serons en direct en votre compagnie, désormais après le JT de 19h pour un débat autour d'un sujet brûlant d'actualité. Et ce soir, vous l'aurez compris, il sera question des derniers développements dans le conflit ukrainien. Les dernières 24 heures ont été, vous le savez, marquées, on vient de le voir, par cette attaque perpétrée contre le pont de la Crimée, un important incendie causé par l'explosion d'un véhicule piégé, selon les autorités russes, qui a endommagé ce pont, une infrastructure clé qui relaie la péninsule de Crimée au territoire russe. On va faire le point sur la situation dans ce conflit, les scénarios envisageables au moment où on parle d'un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont d'ailleurs les mots du président américain Joe Biden, ces propos qui constituent d'ailleurs une première dans ce conflit. Peut-on parler d'un tournant dans ce conflit ukrainien? On va évoquer tous ces aspects avec nos invités ce soir. Karine Béché-Golovko, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Tawfiq Hamel est également notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Hamel. Bonsoir. Vous êtes consultant international, chercheur en histoire militaire et études de défense à l'Université de Montpellier en France. Alors, pour commencer, on fait le point d'abord sur ce qui s'est produit hier sur le pont de Crimée. L'infrastructure intouchable, impossible à attaquer aux yeux de Moscou, a donc été gravement endommagée par cette explosion d'une voiture piégée. L'Ukraine, certes, n'a pas reconnu explicitement sa responsabilité. Une enquête est d'ailleurs en cours. Karine Béché-Golovko, est-ce qu'un jour après ce qui s'est passé, on en sait davantage sur cette attaque? Alors, en effet, tout d'abord sur la question de la reconnaissance ou non-reconnaissance, il faut voir aussi l'évolution du discours et politique et médiatique et ukrainien et occidental à ce sujet-là, puisque hier, très rapidement, en fin de matinée, et Gerasimovich et Podlia, qui sont donc liés à l'administration du président Zelensky, ont reconnu l'explosion sur le pont de Crimée et ont revendiqué ça comme un acte de guerre, c'est-à-dire que c'était dans le but de causer des problèmes pour l'alimentation en hommes, en armes du front par la Russie. Donc nous sommes bien au-delà en fait déjà d'un acte de terrorisme. Ensuite, ce qui est amusant, c'est que les États-Unis, par la voix du New York Times, ont immédiatement dit que c'était les Ukrainiens. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que Kiev accuse la Russie de l'avoir fait, ce qui est repris très docilement par la plupart des médias français. Donc, il y a eu une évolution assez intéressante de ce discours et on peut effectivement se demander pourquoi. En ce qui concerne les faits, il y a eu effectivement plusieurs versions ont été avancées, puisque il faut quand même savoir que à l'entrée du pont, il y a un contrôle normalement pour tout ce qui concerne les explosifs, oui, les drogues, etc. Donc déjà là, c'est la première question qui s'est posée, est-ce qu'il y a une faute humaine ou pas? Ensuite, l'on voit au niveau des correspondants de guerre certaines idées avancées, donc dans quelle mesure ce sont des informations internes ou pas, ça c'est autre chose. Mais justement, une explication possible serait le fait qu'il y ait en fait eu 2 véhicules qui étaient lancés et il est possible d'ailleurs que l'un des conducteurs n'ait pas été au courant, ait été utilisé en fait à son insu. Notamment, une commande aurait été passée à ce gros camion de transporter du salpêtre d'ammoniac qui est extrêmement inflammable. Donc, c'est pour ça que ça pourrait passer les contrôles, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de bombe, en fait, concrètement. Et à côté de ça, en revanche, une voiture, elle, aurait servi de détonateur. Donc, il y a encore, évidemment, l'enquête ne fait que commencer.
il faut éviter, à mon avis, de partir au niveau des faits pour l'instant en imagination. Voyons ce qui sera confirmé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un acte qui est extrêmement symbolique, Oui. parce que le pont de Crimée est le symbole de la réunion de la Crimée à la Russie après 2014, que dès le début, les autorités ukrainiennes ont annoncé leur volonté de le faire sauter. Oui. Et l'on voit effectivement que bon, il n'a pas sauté, puisque déjà dans la soirée hier, la circulation des trains a été rétablie. La circulation sur le pont a repris quelques heures après l'attaque, Karine. Tout à fait, parce qu'en fait, l'infrastructure du pont n'a pas été touchée. Il y a eu effectivement des dommages qui ont été très importants au niveau des voies concernant les circulations automobiles. Une de ces voies reste utilisable et d'ailleurs elle est à nouveau mise en circulation. Deux autres doivent être réparées et la circulation ferroviaire ce soir est complètement normalisée. Donc on ne peut pas dire si le but avait été de faire sauter le pont, comme les Ukrainiens sont un petit peu emballés hier. Non, le pont n'a pas sauté. En revanche, c'est un acte politique extrêmement fort et qui doit être analysé réellement dans toute cette dimension. Alors, cette attaque, on l'a dit, les Ukrainiens s'en réjouissent. Tawfiq Hamel, on le sait, il est difficile d'endommager une telle infrastructure qui est hautement stratégique pour Moscou, Monsieur Hamel. Effectivement. Premièrement, je rejoins votre invité sur l'analyse qui a été faite sur cet acte. Alors, globalement, à ma connaissance, les dernières déclarations du président Poutine qui a accusé directement les services de renseignement ukrainiens comme quoi sont responsables de l'acte. Ensuite, le pont, pour l'instant, reste toujours opérationnel dans le sens, ça veut dire que les Ukrainiens n'ont pas vraiment atteint leur objectif. Il y a cet élément. Ensuite, il y a l'autre élément, c'est quelles sont les conséquences, quelle sera la réaction de Moscou à cet attentat. Alors, d'un point de vue du droit international, si on prend le droit international humanitaire et les conventions de Genève, interdisent catégoriquement de cibler des biens à caractère civil. Cibler un pont, cibler un hôpital, cibler une centrale nucléaire font partie des biens civils et le droit international est clair sur cet aspect. Ça, c'est ce qui relève du droit international. Ensuite, quand on regarde la pratique de guerre, a beaucoup évolué depuis le 19e siècle avec l'apparition de la guerre totale. En tout cas, il y avait de plus en plus beaucoup d'événements qui ont fait que la pratique de la conduite de la guerre a beaucoup changé et que de plus en plus, il y a des atteintes. On cible parfois volontairement, délibérément des biens à caractère civil, que ce soit des civils ou des biens à caractère civil. Ensuite, l'autre question qui se pose, quelle sera la réaction de Moscou? Alors, comme les Ukrainiens n'ont pas atteint leur objectif parce que le pont est toujours opérationnel, au moins une partie est toujours opérationnelle. Là, la question qui se pose, quelle sera la réaction de Moscou? On va s'y intéresser, Monsieur Hamel, si vous le permettez. Donc, on l'a dit, c'est clairement un acte délibéré, une véritable provocation. Karine Béché-Golovko, cela nous amène à s'interroger justement sur les possibles représailles de la Russie après une telle attaque. On apprend d'ailleurs que le président russe doit présider un conseil de défense demain et plusieurs personnalités à l'intérieur de la Russie avaient appelé à une réponse adéquate. À quoi peut-on s'attendre, à votre avis? Déjà, la déclaration aujourd'hui de Poutine, comme a soulevé votre interlocuteur, a effectivement une très très grande importance, puisqu'il a imputé cet acte au renseignement ukrainien. Donc, il n'a pas voulu mondialiser le conflit. Or, nous savons parfaitement que le renseignement ukrainien n'est que la voie de transmission du renseignement américain, qui d'ailleurs reconnaît parfaitement alimenter complètement l'Ukraine en renseignement. Mais cette déclaration est importante parce que, d'une part,
le président russe ne veut pas porter la responsabilité de la généralisation de la globalisation de ce conflit. Il veut le rester localisé pour l'instant, en tout cas sur cette zone. Et l'autre part, le fait qu'il utilise le terme d'acte de terrorisme et le comité d'enquête, enfin les enquêteurs ont ouvert une enquête pénale pour terrorisme, justement. Autrement dit, la Russie, a priori, il faudra voir ensuite demain après le Conseil, la réunion du Conseil de sécurité, mais a priori, la Russie veut rester dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme et d'une attaque de terrorisme. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rentrer, pour l'instant en tout cas, passer le cap de la guerre. Oui. Et ça, elle permet en fait de bloquer un peu. C'est intéressant de voir cette différence de discours, comme vous souleviez en début d'émission tout à fait les propos de Biden qui sont quand même assez inquiétants parce que je trouve que les élites européennes, les élites américaines, occidentales en général, banalisent complètement l'idée même du recours aux armes nucléaires. C'est extrêmement dangereux en plus d'être malsain. Oui. La Russie, en revanche, a été énormément touchée par cet acte, mais réagit de manière beaucoup plus rationnelle et justement se refuse de réagir à chaud parce qu'en général, les réactions à chaud sont extrêmement mauvaise. Et c'est pour ça qu'elle se donne le temps de la réflexion. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va quand même falloir adapter la stratégie militaire de la Russie dans ce contexte, puisqu'il y a objectivement une escalade du conflit. Il y a eu, indépendamment du pont de Crimée, les autorités frontalières, des régions frontalières, ont remarqué une augmentation très très importante du bombardement des terres russes depuis septembre. Donc la question qui va se poser, c'est celle de la reconfiguration de l'opération spéciale militaire, qui est un cadre très spécifique, très localisé et qui n'est objectivement plus du tout adapté à la situation. Mais il faut, à mon avis, quand même garder les pieds sur terre et ne pas faire le grand saut hystérique que l'on voit dans les médias occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne passe pas forcément d'une opération militaire spéciale à une guerre nucléaire mondiale. Il y a quand même des gradations, il faut quand même rester rationnel. Le président américain Joe Biden qui parle même d'apocalypse nucléaire, on va y revenir, Karine Bécher-Golovko. Tawfiq Hamel, toujours au regard de l'importance du caractère stratégique de cette infrastructure, est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade dans le conflit? Alors, globalement, en tout cas, cet acte, ça reste symbolique. Ça reste symbolique, mais il faut prendre cet acte dans le cadre du discours du président Poutine, du discours de la Russie. Souvent, la Russie a toujours présenté que le pont comme quelque chose, comme un élément stratégique et qu'elle a à plusieurs reprises averti que toute atteinte à ce pont, il y aura une réaction de la part de la Russie qui soit destructrice. Si la Russie ne réagit pas, cela portera une atteinte à la parole de la Russie. Parce que tout le discours de la dissuasion porte sur la crédibilité. Est-ce qu'on est capable ou on a la volonté justement de ramener la parole à l'acte? On ne peut pas annoncer un discours et il n'y a pas une réaction derrière. Ce qui signifie que la Russie va certainement réagir, mais certainement va essayer d'éviter la généralisation de la guerre. Alors, si on revient au discours en tout cas de l'élite américaine, notamment le président Biden, qui met toujours en avant le discours sur la volonté ou l'intention de la Russie d'utiliser des armes nucléaires, en fait, ça reste très ambigu. On se demande où la Russie va utiliser des armes nucléaires. Est-ce qu'il va-t-il les utiliser dans les 4 territoires que la Russie vient d'annexer? Sur le fond, ces 4 territoires désormais sont des territoires russes. Ça veut dire que la Russie n'a aucun intérêt justement à utiliser des armes nucléaires dans des territoires russes. Utilisation en Ukraine, certainement il y aura des radioactifs sur... Il y a tout un discours de propagande pour l'instant et la Russie pour l'instant, il me semble, est restée très prudente dans sa stratégie. Mais certainement, il y aura un changement de stratégie. D'ailleurs, le fait que la Russie a appelé des réservistes, cela signifie que la Russie a déjà commencé à modifier et ajuster sa stratégie par rapport aux nouvelles réalités. Très bien, donc on agite côté occidental donc depuis un certain temps la menace d'une guerre
nucléaire. Il y a eu, dans un premier temps, la demande du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov qui a appelé le Kremlin à utiliser des armes nucléaires de faible puissance contre les Ukrainiens. Il y a eu également donc les déclarations du président russe Vladimir Poutine qui avait dit que tous les moyens étaient bons pour que la Russie sorte vainqueur dans son opération militaire spéciale en Ukraine. Karine Béchet-Golovko, quelle portée pourrait donc avoir le message du président russe lorsqu'il finit son discours avec cette phrase mémorable, donc il n'y aura pas de bluff, à votre avis? Le problème, c'est qu'il faut remettre cette phrase qui a beaucoup choqué dans son contexte. C'est que, avant d'en arriver là, le président russe a rappelé que l'Occident envisageait de frapper la Russie. Et il a rappelé que si la Russie est agressée, dans ce cas-là, elle usera tous les moyens qui sont en son pouvoir pour se défendre. Et très concrètement, le recours à l'arme nucléaire dans la doctrine militaire russe est prévu de manière défensive lorsque l'intérêt vital du pays est en jeu. Donc, si l'Occident n'attaque pas la Russie, si l'OTAN ne suit pas les demandes de Zelensky de frappe préventive, dans ce cas-là, il n'y a aucun risque de guerre nucléaire, en tout cas du côté de la Russie. Et ça, il serait bon quand même justement que les politiciens s'en souviennent en Occident, mais je pense qu'ils s'en souviennent parfaitement. Et c'est un jeu de propagande de guerre, parce que même si personne ne déclare la guerre est là, de facto. Oui. Et nous sommes réellement dans le cadre d'une communication de guerre qui passe à la fois par la légitimation de tout ce que l'on fait contre l'ennemi, et par la création de cette figure de l'ennemi qui est la Russie et qui est la personne de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Donc, il faut quand même comprendre que ça n'est pas la Russie qui historiquement a utilisé l'arme nucléaire, ce sont les États-Unis. Oui. Et ça n'est pas non plus dans la tradition russe de détruire et de massacrer les populations civiles. On a vu en revanche la manière dont l'armée américaine, aidée par malheureusement notamment la France, ont largement aidé, entre guillemets, à complètement raser, par exemple, la ville de Raqqa. Ouais. Donc, ce sont, à mon avis, si vous voulez, c'est cette conception de la guerre américaine qui est une guerre totale, qui rase les territoires parce qu'elle ne porte aucun intérêt aux hommes qui y habitent, qu'elle veut imposer à la Russie. Or, la Russie est dans une autre logique. Elle est dans une logique de reconquête de son territoire historique. Oui. C'est sa démarche. Donc, dans cette logique-là, vous n'utilisez pas l'arme nucléaire. Dans cette logique-là, vous faites attention aux populations parce que ces gens, vous les aimez. Vous ne voulez pas les tuer. C'est ça la différence fondamentale. Comment expliquer que les Occidentaux donc, agissent de la sorte, à votre avis? C'est un alarmisme... C'est la guerre. D'un alarmisme démesuré. Comment expliquer, quelle lecture peut-on donner aux propos de Joe Biden, par exemple, qui a l'air de prendre cette menace au sérieux? Il prend au sérieux une menace qu'il crée lui-même. Donc, il croit au discours qu'il produit. Et c'est à la fois parce que nous sommes réellement dans une configuration de conflit ouvert, armé, chaud, que les pays de l'OTAN, quand même, soyons honnêtes, font la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, en lui fournissant des armes, avec les programmes de formation des militaires, etc. Donc, ils sont partie prenante au conflit. Donc, il est tout à fait logique, dans cette configuration, qu'ils veuillent absolument montrer la Russie comme étant l'agresseur et de l'agresseur potentiel, puisque imaginez, la Russie a l'arme nucléaire, donc elle pourrait l'utiliser. Ils en arrivent à réduire le discours à la Russie ayant l'arme nucléaire, elle va l'utiliser. Et c'est réellement de la propagande de guerre. Nous sommes actuellement dans un cas de propagande de guerre. Ce qui est extrêmement dommage, puisque à partir de ce moment-là, un cap a été franchi. Oui. Il est extrêmement difficile de revenir à un discours rationnel. Ce qui effectivement est dangereux, puisque lorsque l'on sort de la rationalité, il y a des risques de dérapage qui effectivement peuvent être importants. Taoufik Hamel, toujours sur ce point, côté occidental, on dit qu'on n'a jamais été près d'une guerre nucléaire. On voit la Pologne qui demande des missiles nucléaires aux Américains sur son territoire.
Comment expliquer cette posture dans laquelle se trouve actuellement l'Occident? Pour l'Occident, ce qui est certain, c'est que les relations entre la Russie et les pays européens et les États-Unis se sont beaucoup aggravées depuis au moins 2010. Ouais. En tout cas, si on retourne au discours du président Poutine de Munich en 2007, déjà là, les relations ont déjà commencé à s'aggraver. Ces dernières années, depuis l'annexion de la Crimée, les relations se sont beaucoup aggravées. Et alors, d'une part, pour comprendre le discours des Américains sur le recours des armes nucléaires de la Russie, il faut inscrire ce discours dans un contexte beaucoup plus global et de se poser la question, quel est l'objectif principal des États-Unis? Les États-Unis, depuis des années, ont commencé à connaître certaines difficultés sur le plan économique avec l'émergence de la Chine, le retour de la Russie. Ça veut dire que l'objectif américain dépasse de loin la crise ukrainienne. Ce que les Américains font en Ukraine fait partie de la stratégie américaine, la stratégie des États-Unis en Europe. Par contre, les États-Unis, comme une puissance mondiale et qui cherche justement à garder son statut de puissance mondiale, a une stratégie mondiale qui dépasse loin ce conflit. Et le fait que les Américains justement poussent la Russie à une sorte d'hystérie et à un recours abusif à la force militaire, cela ne fera qu'aggraver la situation de la Russie. Parce que le recours à des armes nucléaires a un coût politique très, très important. Oui. Gardons à l'esprit certaines réalisations de la Russie pour l'instant. Si on prend le cas de le dernier sommet de l'OPEP+, dans ce cas, sur le plan politique, ça a été une réussite sur le plan politique pour la Russie. Mais imaginons que la Russie utilise des armes nucléaires, cela va conduire de nombreux États en tout cas de nombreux alliés actuellement, et des pays en voie de développement qui vont se retourner contre la Russie et vont changer leur position. C'est pour ça qu'il y a cet objectif. En même temps, il y a l'autre objectif des Américains, c'est vendre des armes à des puissances à leurs alliés européens. Le fait de créer un certain sentiment d'insécurité au sein des alliés européens, cela ne fera qu'accroître la demande d'armes et la demande des armes et en même temps la protection américaine. Et à l'autre élément, il faut voir ce discours dans le cadre national. Certaines parties du discours s'adressent nécessairement aux citoyens américains, sachant qu'il y aura une élection prochainement. Oui. C'est dans ce sens. Il y a différents niveaux pour comprendre justement l'importance et la portée du discours américain sur Une chose est sûre, donc le conflit prend un nouveau tournant. Karine Bécher-Golovko, on s'intéresse un petit peu au scénario envisageable actuellement après que le président Poutine a procédé à plusieurs changements au sein de son équipe. L'armée russe qui a annoncé d'ailleurs la nomination d'un nouveau commandant de l'opération militaire spéciale en Ukraine. À votre avis, on peut désormais parler donc d'un tournant et les heures qui suivent seront décisives? Il y a effectivement un tournant qui est pris. En fait, ce tournant a été pris après le retrait de Kharkov et la perte de ce territoire, qui a fait prendre conscience à la Russie qu'elle ne se battait pas en fait réellement concrètement contre certains membres de l'armée ukrainienne, mais qu'il y avait une énorme force mise en face d'elle qui était téléguidée par l'OTAN. Ce qui a obligé à mettre en place beaucoup plus de forces pour pouvoir tenir le territoire et protéger les régions. D'où la mobilisation à ce moment-là. Il faut effectivement du temps pour voir les résultats de ces mesures, puisque à partir du moment où vous mobilisez même des réservistes, il faut quand même les former, il faut les amener sur les lieux, etc. Donc ça prend un certain temps, mais nous sommes en train de voir effectivement déjà les résultats, puisque au-delà de ce coup spectaculaire du pont de Crimée, les offensives de l'armée ukrainienne ont été stoppées depuis plusieurs jours, et sur certaines parties du front, l'armée ukrainienne recommence à reculer. Donc, le changement de stratégie, comme l'avait souligné d'ailleurs votre interlocuteur, effectivement a déjà eu lieu, et on commence petit à petit à en voir les fruits. Après, il y a effectivement un virage maintenant qui va être pris, en tout cas qui devrait être pris, mais s'attendre à quelque chose de radical au niveau de la réponse de la Russie, je ne pense pas, parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, les changements
changements se sont toujours faits de manière assez posée, rationnelle et étape par étape. Vous parlez de temps, le temps nous le dira, donc cela signifie que la guerre ou le conflit va encore durer dans le temps. C'est Karine obligé que nous Béché-Golovko. sommes face à, absolument, parce que nous sommes face à un combat qui est existentiel pour le monde global, Atlantis qui joue son existence. Il nous reste, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Karine Béché-Golovko, en tout cas c'est un dossier à suivre. Merci. À vous, à mes deux invités de nous avoir éclairés sur ce dossier, le conflit ukrainien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.